Et donc, nous allons sans plus tarder passer à l'exposé suivant, qui est un témoignage de Patrice Dallot, de France Nature Environnement Grand Est, qui va donc cette fois nous livrer le point de vue des associations de protection de l'environnement, enfin tel qu'il peut le percevoir, parce qu'évidemment c'est difficile de prétendre être parfaitement général. Donc Patrice, vous avez la parole. Alors attention, Oui. là, oui c'est bon, je vous entends. Donc pour 10 minutes. D'accord, c'est court, d'accord. Écoutez, déjà merci à vous Myriam et puis à l'équipe de Régifort de nous donner la voix au chapitre. Alors je vais m'inspirer pour cette présentation à la fois de la préparation du mémorandum forêt où j'anime le réseau en Alsace et on l'a fait en début d'année, et puis de la déclaration qu'a fait Jean Poirot, qui est le pilote de forêt pour le Grand Est. Car c'est vrai que autant certains ont beaucoup d'ancienneté dans le domaine de la défense de la nature, moi ça fait seulement depuis 5 ans que je le fais. Donc voilà. Alors première diapo, effectivement, je ne peux pas m'empêcher du fait de mon passage professionnel dans le domaine des ressources humaines pour faire un petit point un peu. Et j'ai entendu d'ailleurs quelques questions qui avaient été posées tout à l'heure à Philippe Douffic concernant qui compose et quelles sont les réactions des gens qui défendent la nature. Et c'est pour ça que je fais donc une petite synthèse par rapport à la composition telle que je l'aperçois à mon niveau. Il y a d'une part les naturalistes, bon, vous les connaissez pour beaucoup, hein, ce sont les ornithos, les herpétos, les entomos. C'est des gens que j'admire beaucoup parce que ils passent beaucoup de temps sur le terrain, ils peuvent vous donner des observations, des retours. À la différence des sociologues, comme moi, ils passent seulement un tiers de leur temps biblio et 2 tiers sur le terrain. Hein. Vous avez également les environnementalistes. Alors c'est vrai que ils ont une analyse par rapport aux naturalistes plus globale. Ils s'intéressent plus directement à ce qui entoure notre environnement jusqu'au cosmos. Hein. Là, je citerai des gens comme Bruno Latour ou autres, et qui essaient surtout de s'interroger sur les prélèvements d'une manière générale. Et enfin, vous avez ceux que j'appellerais les écologistes. Alors, ils ont ou pas une formation d'écologue, hein, ça dépend pour certains, mais on les reconnaît surtout à leur attachement à des assertions, à des totems. Hein. Par exemple, on peut parler de forêts primaires, de choses comme ça, hein. Donc de très très gros bois, ou alors des gens qui se sont totalement opposés à, par exemple, les essences allochtones, ou même une vue, disons, néfaste des planteurs. Hein. Je sais qu'Isabelle nous écoute, et alors c'est quelque chose. Donc voilà, donc ça c'est un panorama global que je vous fais parce qu'on va y revenir après et ça peut répondre à certaines de vos questions. Je sais que Philippe disait tout à l'heure, tout dépend des cas qui se présentent. Eh bien, vous avez déjà là un premier décryptage de la situation des collectifs, des défenseurs de la nature. Donc, au niveau des mémorandums et des positions de FNE Grand Est, la première question qu'on se pose quand on analyse la situation du réchauffement climatique, c'est peut-on dire que les essences en souffrance sont systématiquement condamnées Vous avez de toute façon parlé régime naturel, c'est vrai que la position des FNE, c'est de dire que la forêt s'adaptera en grande partie naturellement, et je mets 3 petits points si on lui laisse le temps. Et là, tout à l'heure, dans les questions, j'ai abordé une rencontre à laquelle j'ai assisté avec les forestiers privés dans le secteur de Masevaux. Et c'est vrai que laisser faire le temps par rapport à un propriétaire qui, au niveau de ses épicéas ou de ses sapins, a perdu son capital ou l'a vendu à très mauvais prix, c'est sûr qu'il ne voit pas l'aspect de la même chose, quoi, hein, de la même façon. Donc, souvent, les propriétaires, eux, attendent une réponse rapide pour recomposer leur capital sur pied après les coupes sanitaires. Et d'ailleurs, le PRFV répond, et actuellement aussi le gouvernement, a des aides pour justement les aider à refaire le couvert forestier. Alors, bien sûr, nos propositions, c'est vrai quand même, c'est après les coupes, ne pas forcément se précipiter hein, au niveau de la plantation, observer déjà la régée dans un premier temps, la régée naturelle. Et puis, alors là, il y a des divergences au sein même des écologistes entre ceux qui acceptent d'enrichir les zones touchées par le réchauffement et les coupes sanitaires avec des plantations par bouquet. Je sais qu'au niveau de l'Alsace, ça ne pose pas de problème. Et puis, surtout, ce qu'on demande, c'est d'installer des placettes d'observation en zone non gérée, c'est-à-dire les zones laissées en libre évolution. Et je sais qu'elles sont nombreuses, puisque
on a beaucoup parlé de la forêt publique et la forêt privée. Dans la forêt privée, il y a beaucoup de zones qui sont laissées en libre évolution parce que les propriétaires n'interviennent pas. Simplement, c'est vrai qu'elles ne sont pas répertoriées et pas spécialement surveillées avec une charte ou d'études par rapport à ces phénomènes d'observation des essences résilientes. Voilà. Et nos positions, eh bien, c'est vrai que c'est quand même pour tous. Et là, ça rejoint beaucoup les défenseurs de la nature et puis aussi pour une bonne part le grand public. C'est une préférence pour une forêt mélangée, un couvert continu. C'est certain que la plantation présente moins d'intérêt au niveau de la biodiversité, au niveau de l'aspect paysage. Hein. Et nous demandons également de préserver nos massifs à hauteur de 10% en zone de libre évolution. Et là, je sais que Christophe Chauvin écoute. Et puis, c'est vrai qu'au niveau de l'ancienne Rhône-Alpes, il y avait quand même une charte Refora qui s'appelle FRAN désormais et qui est portée d'ailleurs par l'ONF et qui consiste à préserver des zones pour justement favoriser l'observation de la région naturelle sans intervention humaine. Voilà donc au niveau du suivi des naturalistes, ça leur permettrait aussi, et ils demandent d'être associés. Voilà. Alors, au niveau des migrations assistées, pareil, il y a différentes positions. Certains la refusent absolument, d'autres l'acceptent. Par contre, la plupart acceptent quand même et demandent d'être associés au suivi scientifique par rapport aux résultats que pourraient donner les croisements génétiques par rapport aux essences autochtones. On a parlé du chêne. C'est vrai que si on va chercher un chêne pluriméridional ou à être également pluriméridional, l'intérêt serait de suivre précisément ce qui se passe au niveau des mycorhizes, au niveau de la mycologie et au niveau du couvert d'une manière générale, au niveau du sol. Et puis, un autre aspect aussi qui sourde tout doucement, c'est d'une façon générale essayer de distinguer au niveau sémantique vraiment les forêts à couvert continu, qu'elles sont gérées ou non d'ailleurs, des plantations, et vous avez vu que je mets en italique, en régime régulier, qui relèvent plutôt de l'agroforesterie. C'est vrai que la plantation, on dit bien peuplerée, on dit pas forêt de peupliers, renvoie plus à un traitement particulier. Et d'ailleurs, les environnementalistes qui considèrent l'économie, c'est-à-dire les besoins de la société en termes de consommation de bois, acceptent tout à fait qu'il y ait des parcelles en régulier qui correspondent d'ailleurs à un besoin spécifique d'une certaine scierie par rapport à des dimensions de bois et à des longueurs de bois. Voilà. Ce que je peux dire encore, par rapport à des questions qui sont posées, moi, ce que je préconiserais, c'est d'organiser avec les défenseurs de la nature les réunions terrain. On l'a fait récemment avec France Nature Environnement Paris, avec l'ONF et avec l'aide d'ailleurs de Rodolphe Pirat qui nous écoute. Et ça s'est passé dans le secteur de Ribeauvillé. Et à mon grand étonnement, je n'ai pas obtenu les mêmes réactions en réunion que sur le terrain. À partir du moment où chacun expose ses contraintes, ses attentes par rapport à la forêt, les échanges se font de façon plus tempérée, plus modérée, et il y a moins disons, de rejet et voire d'invectives. Bon, il y a toujours des originaux, c'est sûr, je ne l'ai pas mis dans mon premier slide, mais tout de même, je dirais qu'à 98%, les gens écoutent, font part de leurs inquiétudes, et les professionnels, qu'ils soient du privé ou du public, sont là pour y répondre. Et ça se passe souvent mieux sur le terrain qu'en réunion au niveau public, je pense à des réunions locales ou communales. Voilà, donc vous avez repéré des questions. Oui, merci beaucoup Patrice. Oui, alors effectivement, il y a des questions. Alors, une question de Hubert Schmuck qui demande, un peu ironiquement, je pense, comment on fait pour avoir un couvert continu après un peuplement d'épicéas scolytés? Oui, tout à fait. Ça, c'est la nécessité. Le couvert continu, c'est un souhait quand il existe. Hein, c'est préserver ce qui existe. Les gens ont bien conscience qu'il y a besoin d'un traitement sanitaire par rapport aux scolytes pour sortir les tiges qui sont atteintes. Là, de toute façon, il y a pas.
il n'y a pas une demande de laisser sur place, peut-être en termes de bois mort, hein, mais autrement, il n'y a pas une demande féroce de laisser sur place tous les tiges malades. Et Jean-Luc Perron, avec une remarque qui a suscité beaucoup d'approbation, exprime que le changement climatique anthropique, beaucoup plus rapide que les changements climatiques passés, vient moduler l'idée que la nature va s'en tirer toute seule. Et donc, il invite tout le monde à s'interroger là-dessus. Alors, sur des remarques ou des questions aussi sur les plantations, alors effectivement, je voulais moi-même, j'en aurais volontiers fait une, hein, pour inciter à distinguer l'acte de plantation et le système forêt de plantation. Hein, c'est pas parce que en régulier, oui. En régulier ou pas d'ailleurs, parce qu'on plante aussi éventuellement en futaies régulières, en enrichissement, voilà. Oui. Donc plusieurs remarques autour de ça. Pourquoi une plantation serait-elle considérée comme de l'agroforesterie? Donc c'est Éric Sevrin qui s'interroge là-dessus. Myriam Fournier qui souligne que la FAO distingue les plantations industrielles que nous n'avons pas en France des autres plantations associées à la forêt semi-naturelle. Alors effectivement, je dirais que nous, forestiers, avons tendance à mettre tout un continuum entre la forêt naturelle et la forêt plantée, et qui nous semble parfois beaucoup simplifié dans les débats. Oui. Il y a effectivement un continuum. On le voit même au niveau des débats internes entre ceux qui sont partisans de vieilles forêts, ceux qui sont partisans de réseaux d'alternatives forestières, SOS Forêt. On voit bien que les perceptions de la forêt ou les acceptations ne sont pas toutes du même niveau auprès de chaque défenseur de la nature. Mais effectivement, il y a un continuum et c'est vrai qu'il faut le maintenir. Depuis, je dirais, la forêt primaire, qui est vraiment, pour certains, je dirais presque une valeur totem, et puis la forêt landaise, qui est, avec son système d'exploitation, plus amenée à répondre à un marché précis. Et alors, peut-être une dernière question pour passer la parole à l'orateur suivant. Avant de passer la parole à l'orateur suivant, comment associer concrètement France Nature Environnement et les autres associations de protection de la nature aux réflexions sur la gestion de crise et sur l'adaptation au changement climatique? Est-ce que vous avez des préconisations, des suggestions à nous faire? Bon, je suis un de ceux qui, très souvent, va sur le terrain, que ce soit invité par l'ONF ou les communes forestières ou même le CNPF, puisque je suis aussi membre du bureau PEFC Grand Est. Je pense que c'est sur le terrain, avec des visites sur le terrain, des visites précises, que je dirais est documentée à la limite, hein, par rapport à l'état antérieur, l'état actuel, ce qu'on souhaite après. C'est uniquement à ce niveau-là qu'on peut échanger de façon constructive. Autrement, en salle, vous n'aurez, si vous voulez, que des représentations ou des invectives ou des décrochements, c'est-à-dire que les gens arrêtent de vous écouter, alors que sur le terrain, et on l'a vérifié d'ailleurs, hein, au niveau du circuit école de Ribeauvillé, peu à peu, les gens se rendent compte qu'une forêt peut souffrir, qu'on peut faire de l'enrichissement sur une petite superficie et que ça ne crée aucun dommage au paysage. Je pense que le mieux, c'est d'aller sur le terrain. Et nos forêts, au niveau du Grand Est, sont suffisamment représentatives, hein, au niveau du territoire pour être des forêts écoles. Merci beaucoup, Patrice. Je suis totalement d'accord avec cette conclusion.